Bonjour à tous des Pyrénées-Atlantiques dans une très très belle journée où le soleil est de retour. Bonjour à tous et merci d'être là. Je voudrais aujourd'hui parler des élections présidentielles 2022. 15 jours, 15 jours pour convaincre. Et aujourd'hui, ils sont dans l'obligation de s'adresser à une catégorie qui, quand même, sur les 43 millions de personnes inscrites sur les listes électorales, il y a 30% des gens qui estiment qu'ils n'iront pas voter. Donc on constate aujourd'hui que tous les candidats s'adressent à ces 30% pour les convaincre, pour qu'ils reviennent sur cette décision et qu'ils prennent part à l'élection préférée des Français. Quelles sont donc les forces en présence? Quelles sont les chances pour chacun? Quels sont ceux qui ont pu tirer profit de la crise ukrainienne? Ceux qui ont payé cher cette crise ukrainienne? Ceux qui ont su rester quand même forts malgré la crise ukrainienne? Si le sort de Mme Pécresse, la candidate LR, est scellé, elle est aux alentours de 10%, il est au fond, après avoir atteint des sommets dans les opinions, dans les études d'opinion, coincé entre sa Macron-compatibilité et l'aile droite de son parti, dans l'attente d'un soutien qui tarde à venir, et qu'on se pose la question s'il va venir ou pas de celui, bien sûr je parle du soutien de Nicolas Sarkozy. La gauche, à savoir le Parti Socialiste, c'est lamentable ce qui arrive. C'est une erreur grave d'avoir omis toutes les règles avant de choisir sa candidate. Je n'ai rien contre Madame Hidalgo, mais Madame Hidalgo est peut-être l'une des très bonnes maires. Elle a gagné facilement la mairie de Paris à deux reprises. Quand on voit quand même son mentor, l'ancien maire de Paris, n'a pas apporté son soutien à la candidate PS, quand on voit malgré l'intervention de l'ex-président François Hollande, rien ne change, mais François Hollande, il a certainement des calculs que l'on ne sait pas. Et son intervention, c'est une manière de montrer que chez les socialistes, on est fidèle jusqu'au bout. Contrairement à Sarkozy, il y a une histoire entre les deux, ils ne se sont jamais aimés. Et donc, il voulait certainement, à mon avis, se démarquer d'abord de Sarkozy, qui n'apporte pas son soutien à Valérie Pécresse, et en même temps préparer l'avenir du Parti Socialiste, parce qu'il va falloir donner des comptes. Il va falloir donner des comptes. Monsieur Faure, toute la direction du Parti Socialiste, il va falloir dire qu'en réalité, expliquer pourquoi ce désastre. Je dis que la gauche n'est pas morte. La gauche n'est pas morte puisque ces idées sont toujours là. Parce que les citoyens de gauche, ils sont toujours là. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent tout simplement à ce qu'il y ait des responsables du Parti Socialiste qui sont capables de remettre en place les pendules et qui sont capables de proposer cette gauche sociale, cette gauche universelle, cette gauche qui ne laisse personne au bord de la route. Aujourd'hui, ce sont les citoyens apparemment qui ont laissé plutôt le Parti Socialiste au bord de la route. Les comptes ils seront faits après l'élection et on va pouvoir en discuter et commenter tout ça. Jadot, le vert, je pense qu'aujourd'hui, il n'imprime plus. Comme je l'ai dit la dernière fois, il n'imprime plus. Je pense qu'aujourd'hui, son objectif, c'est de faire plus de 5% pour espérer le remboursement de ses frais de campagne. Ça s'arrête là. Il ne veut pas entendre parler du vote utile, utilisé par Mélenchon, mais on y reviendra tout à l'heure. Les Verts n'ont pas encore prouvé qu'ils étaient capables d'être un parti de gouvernement. Ils sont peut-être un parti pour gérer des villes, pour gérer peut-être des départements avec les socialistes, mais tout seuls. Dès qu'ils sont tout seuls, il n'y a plus rien. L'extrême gauche, moi j'appelle pas, en tout cas quand je parle de l'extrême gauche, ce sont les petits partis, c'est-à-dire Artaud et Poutou. Je n'appelle pas, pour moi Mélenchon n'est pas de l'extrême gauche, il est peut-être un peu plus à gauche que le Parti Socialiste, parce qu'il n'a pas encore été confronté au pouvoir. Et c'est très facile, quand on n'est pas confronté au pouvoir, c'est vraiment très facile de tout promettre, de tout donner, mais c'est au moment du pouvoir qu'on apprend qu'il y a des choses avec lesquelles on doit composer.
Et je pense que c'est ce qui a fait cette expérience du pouvoir avec François Hollande, où la gauche PS n'a pas compris pourquoi le président a pris telle ou telle décision, l'ayant par la suite empêché de se présenter. Zemmour, Zemmour il a brillé. Il a brillé par son audace, il a brillé par ses connaissances, il a brillé par ses insultes, il a brillé par sa haine. Mais il se trouve que finalement, après avoir monté dans les sondages, jusqu'à ce que des instituts de sondage le mettent dans la configuration du second tour, Zemmour se trouve à 10%, entre 9 et 10%. Après avoir sucé, excusez-moi le terme, un peu d'ADN du Front National, on a récupéré Marion Maréchal Le Pen et d'autres cadres du Front National. La limite, je veux dire, la politique du monoproduit montre ses limites. Le monoproduit, c'est l'islam, l'islam, l'islam. Elle a montré ses limites. Zemmour, aujourd'hui, on peut dire, à moins d'un miracle, à moins que le meeting du Trocadéro ne puisse lui donner une nouvelle énergie, bien que si on revient un peu en arrière, le Trocadéro n'a jamais apporté chance à quiconque. Il n'a pas apporté chance à Sarkozy en 2012. Il n'a pas non plus apporté chance à Fillon en 2017. Qu'est-ce qui reste ? Il nous reste les trois favoris aujourd'hui dans le cœur des Français, dans le vote des Français, dans les intentions des Français, à savoir le président sortant Emmanuel Macron, qui a refusé de débattre, c'est son droit, qui a prétexté tout simplement qu'il y a une crise en cours et il n'est pas question qu'il aille débattre avec des gens, avec 12 candidats. Les autres, ils font ça pour lui. Son entourage fait ça pour lui. J'ai regardé son intervention à Pau. Moi, j'ai retenu une seule chose. Bon, c'est quelqu'un qui est brillant, tout ce qu'on veut. Il a répondu à toutes les questions. Il était là. Il a été applaudi tout le temps. Mais bon, j'ai retenu une phrase. J'ai retenu une phrase de Bayrou dans laquelle il annonce « Vous avez des amis ici ». Quand on a des amis quelque part, on peut faire ce qu'on veut. Le maire de Pau a rajouté que jamais un président n'a rencontré autant de difficultés et de crises et confronté à autant de crises depuis un siècle, et s'est ravisé à un moment donné pour dire un siècle, c'est peut-être beaucoup et qu'il faut peut-être remettre les choses à leur place. Je crois Bayrou finalement est resté sur les 3/4 du siècle. Bon, ici, ça veut dire que depuis 75 ans, c'est encore une erreur, à mon avis il aurait dû dire depuis un quart de siècle. Un quart de siècle, ça aurait été pas trop gros. Mais en tout cas, à Pau, il a été accueilli, applaudi, adulé. Il était chez lui. Et par contre, il faut faire attention. L'élection ne se passe pas qu'à Pau. L'élection, elle est nationale. Elle est dans les 36 000 communes et dans plusieurs bureaux de vote. Et donc, il faut faire attention. Bien sûr, le président de la République et son entourage aujourd'hui disent attention, rien n'est fait. Rien n'est fait, c'est normal. Parce que l'ennemi du candidat favori, c'est quoi ? C'est l'abstention. Et Macron, comme tout le monde, a conscience que l'abstention peut éventuellement venir et sceller son sort. Et donc, on entend donc les éléments de langage sur les plateaux de télévision. Rien n'est fait. On entend même dire attention, il y a Marine Le Pen qui revient. Alors, face à Macron, si on part du postulat que Macron va être au deuxième tour, avec 29 à 31% d'intention de vote, je pense que par accident grave, il est au second tour. Qui va être en face de lui ? Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon ? Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, ils ont un seul point commun. 2022 constitue la troisième candidature successive à l'élection présidentielle. 2012 déjà, Mélenchon s'est présenté, après avoir quitté le Parti Socialiste, il s'est présenté aux couleurs du Front de gauche. 2017, il a fini quatrième avec plus de 19% de voix. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu convertir toutes ces voix en un soutien durable avec toutes les sorties qu'on a pu voir, à savoir La République c'est moi, à savoir quelques positions complotistes, sa colère
Mais cette année-là, apparemment, il est devenu très présidentiable d'après les observateurs. Marine Le Pen aussi, elle, c'est sa troisième candidature, présidentielle du moins. La première, elle l'a héritée de son père en 2012, quand elle a repris le Front National. La deuxième, c'était en 2017, où après ce débat lamentable de sa part devant Macron, il y avait une unanimité sur son sort en disant « elle est finie politiquement ». Le problème, Marine Le Pen peut partir, mais il y a des idées qui restent. Et ces idées-là, eux, ils sont, on ne peut pas les dégager. Et tant que ces idées-là restent, comme il dit elle-même, c'était difficile avant parce qu'elle défendait des idées qui étaient minoritaires. Aujourd'hui, elle défend des idées qui sont à la mode. C'est plus facile. Et à partir du moment où les idées restent, pourquoi changer de leader ? Pourquoi changer une femme qui est dans la politique depuis très longtemps? Pourquoi changer et aller voir ailleurs alors qu'il y a un parti qui défend les mêmes idées xénophobes d'exclusion depuis 40 ans? Marine Le Pen, cette année, je reviens à elle, cette année, elle a refait peau neuve, à savoir, d'abord, il y a eu... Elle a profité de deux événements très importants. Le premier événement, c'est la crise des Gilets jaunes. Elle s'est accaparée un peu ce mouvement avec une récupération qui n'était pas cachée. Et elle était du côté donc des Gilets jaunes. Ça lui a permis d'être l'opposante numéro un à Macron. C'est la position qu'elle préfère parce que ça lui permet un second tour assuré. Et d'ailleurs, ces positions pendant la crise des Gilets jaunes nous ont donné comme résultat, c'est qu'elle a gagné quand même les élections européennes. Et elle a prouvé que le Front National était le premier parti de France. Elle s'est démarquée de tous les autres partis pendant la crise sanitaire, à savoir qu'au moment où tous les autres partis étaient dans une position républicaine où ils devaient soutenir le président pour mettre fin à la crise, mettre fin à la pandémie, Marine Le Pen a continué son chemin toute seule, a attaqué le président sur toutes les décisions qu'il a pu prendre pendant la crise, et ça lui a permis aujourd'hui d'avoir ce statut d'opposante numéro un, statut qui était à un moment donné mis à l'épreuve avec l'arrivée de Zemmour, et une fois Zemmour a sorti tout son venin, une fois Zemmour a montré que la limite de sa politique c'est s'attaquer à un seul sujet, Marine Le Pen est revenue aux fondamentaux, à savoir trois choses: le pouvoir d'achat, le coût de la vie, c'est le pouvoir d'achat aussi, et en même temps, l'immigration, bien sûr, c'est son cheval de bataille. Avec une différence avec Zemmour, c'est que autant que Zemmour, lui, rejette l'islam et musulman de France, elle ne parle plus que de l'islamisme. Elle se démarque, elle a réussi aujourd'hui une percée dans les sondages, elle est à 19-20, et elle s'impose comme la dauphine du président de la République. Mélenchon, je reviens à lui, il est revenu cette année d'abord avec un programme apparemment très bien étudié et défendable. C'est l'avis de certains observateurs, c'est l'avis même de certains patrons qui ont débattu avec lui pour lui dire, les yeux dans les yeux, oui, votre programme est défendable, mais il est défendable dans une idéologie bien précise, bien que ces patrons ou ces gens ou ces observateurs ne le partagent pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, il a un programme bien ficelé, il a pris la carrière de présidentiable, il a continué à utiliser toutes les méthodes de communication qui lui ont fait défaut, entre 2017 et il y a un an. Il s'impose comme le leader de la gauche. Il parle aujourd'hui du vote utile. Il s'adresse bien sûr aux abstentionnistes. Il s'adresse à ceux qui ont l'intention de voter Jadot, de voter Roussel, de voter Anne Hidalgo. Il leur dit le vote utile, c'est ici. La seule faiblesse qu'il a en face de Marine Le Pen, c'est que Marine Le Pen, il a un réservoir de voix énorme. Elle a les voix qui sont parties vers Zemmour, il a une partie des voix des LR, elle a les abstentionnistes, et elle peut travailler ses voix pour les rattraper. Or, Mélenchon, lui, quand il s'adresse à ceux de gauche qui ne voteront pas pour lui et qu'il essaye de convaincre, il se trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Entre le score, si vous prenez tous les pourcentages d'intention de vote de la gauche, ils ne font même pas ce que fait Macron aujourd'hui à 29-30%.
Bon, mes amis, il fait chaud aujourd'hui, il fait beau, c'est une journée pour aller à la pêche, c'est une journée pour aller faire un tour à vélo, c'est une journée pour tout faire. Mais donc un jour, peut-être il fera le même temps, mais prenez le temps d'aller quand même aller voter. Si vous ne votez, vous laissez les autres décider pour vous. Votez, il y a des millions et des millions de gens à travers le monde qui n'ont jamais eu ce droit de vote. Vous l'avez, profitez-en, donnez votre voix. Merci, là où vous êtes. Au revoir.